Audio Jungle. Audio Jungle. Alors, Trésor Gandou se définit comme un activiste du changement positif. C'est-à-dire que Trésor Gandou, c'est quelqu'un qui, de par ses actions, veut impacter le monde autour de lui. Donc de façon un peu plus conventionnelle, je suis gérant d'un cabinet de conseil en formation depuis 2016. Et puis en fait à travers le cabinet, on accompagne les particuliers et les entreprises dans leurs projets de renforcement de capacité. Donc on met à disposition des particuliers et des entreprises des formations continues. Trésor Gandou, c'est aussi un conseiller en orientation qui accompagne les élèves, les étudiants ou toute personne qui souhaite être bien orienté dans sa démarche professionnelle. Et aussi je suis en service à l'université Marien Ngouabi depuis 2018. Donc voilà, Trésor Gandou, c'est quelqu'un qui porte toutes ses casquettes. Voilà. Alors, déjà je suis titulaire d'un baccalauréat BG. Ensuite mon cursus universitaire, je l'ai fait à Casablanca, donc au Maroc. Là-bas, j'ai pu obtenir un DTS et une licence en réseau informatique. Et pour finir, j'ai pu avoir un master 2 en management stratégique d'entreprise. Donc voilà un peu pour ce que je pourrais dire concernant mon parcours universitaire. Alors, HFC n'est que, on va dire, la résultante d'un projet qui était né depuis mes années universitaires. Parce qu'étant étudiant à Casablanca, j'étais très porté par l'éducation. Donc j'avais initié un projet que j'avais appelé Trouve ton école. C'était justement pour permettre à ceux qui viennent étudier au Maroc d'avoir suffisamment d'informations pour mieux se préparer. Parce que lorsqu'on vient étudier, il faut des informations concernant les écoles, les logements et tout ça. Donc c'est un projet qui m'a emmené à rencontrer énormément de personnes dans le domaine de l'éducation. Et par rapport à cela, j'avais créé d'ailleurs une entreprise à Casablanca. Et donc l'idée de HFC n'est que la résultante de ce parcours. Quand j'ai terminé mon cursus universitaire, je suis rentré au pays. Alors compte tenu de la difficulté sur le territoire d'accéder à un emploi, j'ai décidé de créer mon emploi. Et donc j'ai créé le cabinet HFC. Les services de HFC, de façon, je vais dire en premier lieu, nous faisons du conseil en formation. C'est-à-dire que HFC veut dire aux entreprises, c'est que nous, on connaît le marché de la formation. Donc quand nous allons voir les chefs d'entreprise, on leur propose nos services pour les aider, pour les connecter aux opportunités de formation qui correspondent le mieux à si vous voulez, à leur plan, parce que les entreprises ont ce qu'on appelle par des plans de formation et dessus il y a des critères en termes de coûts, en termes de situation géographique, est-ce que ça se passe au Congo ou ailleurs. Et donc HFC se positionne comme étant un coursier qui permet donc aux entreprises de pouvoir être connectées à des formations qui répondent au mieux à leurs besoins. Bon, et puis les particularités des services de HFC, c'est que nous on est très porté e-learning. Vous voyez aujourd'hui pour les entreprises, pour les professionnels surtout, il devient de moins en moins, enfin c'est de plus en plus difficile, j'allais dire, qu'un professionnel puisse se déplacer pour aller suivre sa formation ailleurs. Et du coup le e-learning, l'auto-apprentissage devient quelque chose d'assez particulier. Et donc ça c'est pour ainsi dire la particularité de ce que nous proposons aux entreprises dans ce contexte de formation.
Les objectifs, c'est de rendre les gens performants dans l'exercice de leur travail. C'est principalement notre seul objectif, rendre les gens performants dans l'exercice de leur métier. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de performance sans parler de formation. Et c'est valable pour tout le monde, les professionnels, les étudiants. Dès lors où une personne veut être performante dans la réalisation de son métier, nous, on est là pour l'accompagner via la formation continue. Très bonne question parce que moi j'ai choisi les deux. Enfin, il est vrai que au début j'étais très porté entrepreneur, mais un jour j'ai rencontré un monsieur qui a mis en face de moi une réalité. C'est une réalité de chez nous. C'est qu'on est dans un pays où le secteur public domine sur le secteur privé. Donc c'est vrai qu'il faut entreprendre, mais il faut prendre en considération tous ces aspects. Et c'est ce jour-là que j'ai pu concevoir la chose différemment. Et quand donc l'opportunité d'être pris à Mariengouabi s'est offerte à moi, j'ai dit oui. Déjà que je ne m'éloigne pas de mon domaine de prédilection dans l'entrepreneuriat, on est dans l'éducation, Mariengouabi c'est une université, au contraire. Pour moi c'était une bonne chose d'intégrer cette institution. Et donc pour répondre à la question, je dirais que j'ai pris les deux. Parce que je suis entrepreneur et en même temps salarié à Mariengouabi. Et puis dans tous les cas, que ce soit dans une entreprise privée ou dans sa propre entreprise, on reste salarié. Parce qu'un entrepreneur a un salaire aussi. Mais bon, après, pour essayer de peut-être dissocier les choses, moi je dirais que j'ai pris les deux. Parce que c'est ma situation aujourd'hui. Les difficultés, ouais, je les ai rencontrées. Si vous voulez parler des difficultés sur le territoire congolais, les difficultés sont d'ordre, je vais dire, d'ordre d'information. Parce que quand vous voulez entreprendre, vous avez besoin d'avoir des informations. Vous avez besoin d'avoir ces infos, mais malheureusement, on n'en trouve pas facilement. Pour élaborer un business plan ou pour faire une étude de marché, vous avez besoin des infos. Donc moi, à mon niveau, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est beaucoup plus au niveau de l'information. Et puis d'autres difficultés, c'est qu'on est dans un pays où accéder à certaines personnes, ne serait-ce que pour avoir de l'info, c'est assez difficile. Donc on est obligé de se conformer à la réalité de chez nous, d'essayer d'user des rouages qui marchent dans notre localité pour pouvoir je veux dire atteindre nos objectifs. À mon niveau, c'est principalement ça les difficultés auxquelles je rencontre dans mon parcours. Après, s'il faut repartir à l'époque où j'étais étudiant, normal, j'ai rencontré les difficultés d'un étudiant. Tu es dans un pays autre que le tien. Et donc, quand il y a certains problèmes au niveau de votre pays, ça se fait ressentir à l'étranger. Et puis le fait d'être dans un pays arabe, donc il y avait pas mal de blocages. Mais il faut dire que la fibre entrepreneuriale, lorsque vous l'avez, les difficultés en fait ça devient des opportunités simplement. Voilà. Alors, pour avoir fait 5 ans à Casablanca, donc forcément je suis tombé amoureux de ce pays, s'il faut le dire comme ça. Et quand je m'engage dans l'entrepreneuriat, je me voyais en train de rester au Maroc parce que je maîtrisais pas mal de choses sur place. Et la chance que j'avais, c'était dû au fait que c'est vrai que j'étudiais au Maroc, mais je rentrais en vacances au pays et ça m'avait permis de maintenir le contact avec le pays quand même. Et du coup, j'étais pas trop éloigné de la réalité de ce qui se passait chez nous. Et donc, le choix de revenir entreprendre au pays, c'est un choix patriotique, s'il faut le dire comme ça. C'est vrai que pendant que je terminais mes études, la situation devenait de plus en plus tendue sur place à Brazzaville. Mais bon, on s'est dit, tant mieux démarrer quelque chose chez soi que de le faire à l'étranger. Et puis, cette décision a été aussi influencée par un aspect personnel de ma vie. Parce qu'à la même année, j'apprenais que j'allais devenir papa et du coup, ça m'a poussé à repartir au pays. Parce que je me disais, bon, le Maroc, c'est vrai, je maîtrise pas mal de choses, mais à Brazza, j'ai la famille, j'ai des collègues, j'ai suffisamment de personnes qui pourront m'être utiles justement dans le lancement de mon entreprise. Donc j'ai évalué, si vous voulez, la difficulté en termes d'évolution et j'ai trouvé que ça sera un peu plus,
je dirais pas facile, mais un peu plus rapide, que j'aille continuer ce parcours entrepreneurial dans mon pays. Voilà. Dans 5 ans, ben, je me vois en Afrique. Pas spécialement au Congo, parce que je fais partie de ceux qui se disent être citoyens du monde. Donc partout où le devoir va m'appeler dans le contexte de ce que je fais, je peux toutefois y aller. Donc je me vois en Afrique, ça peut être au Congo, ça peut être à Dakar, mais je me vois en Afrique. Voilà. Audio Jungle. Alors en premier lieu, je citerai mon père, qui est c'est un modèle de persévérance, ça a toujours été un modèle de foi pour moi. Et puis dans ma construction d'entrepreneur, ben, je prends comme modèle des personnalités comme Steve Jobs. Sur notre continent, on a des modèles comme Don Côté. Et puis il y a encore un autre monsieur, moi je le prends comme modèle justement, c'est monsieur Wilfried Etoka. Parce que c'est quelqu'un qui nous a marqué de voir qu'on avait sur le territoire congolais, enfin le territoire marocain j'allais dire, un Congolais qui a excellé. Et le voir en action, le voir faire tout ce qu'il a fait au Maroc, ben forcément ça ne peut qu'interpeller la conscience de tout jeune qui veut entreprendre. Donc voilà essentiellement les gens que je considère, que je prends comme modèle dans mon parcours. Alors mon regard sur l'entrepreneuriat au Congo. Ben déjà je trouve d'ailleurs que l'expression entrepreneur c'est déjà un mot qui est beaucoup trop, ça devient un peu trop vulgaire tellement on en parle. Et pour répondre directement à la question, moi je pense que l'entrepreneuriat au Congo est malade. Il faut le soigner. Et pourquoi l'entrepreneuriat au Congo est malade? Parce que dans chaque domaine, pour que les choses puissent évoluer, il faudrait qu'il y ait une architecture. C'est un peu comme en technologie, chaque technologie s'appuie sur une architecture. Donc l'entrepreneuriat devrait aussi s'appuyer sur une architecture si nous voulons que les choses aillent de l'avant. Et cette architecture, le Congo n'arrive pas encore à la construire. Et quand je vois architecture, je vois un mécanisme qui permet aux porteurs de projets, aux entrepreneurs d'être accompagnés, d'être formés et surtout d'accéder au financement. Donc aussi longtemps que nous n'aurions pas pu définir cette architecture, l'entrepreneuriat au Congo restera malade. Et nous sommes en train de travailler sur cette problématique dans ce que nous avons créé, ce que nous appelons nous par la communauté Ukale. Nous sommes en train de travailler de sorte à aider, si vous voulez, le pays à mettre en place ce genre de mécanisme. Les entrepreneurs doivent être accompagnés, doivent être formés et doivent surtout accéder au financement. Ça, c'est l'architecture que nous pensons être l'idéal pour soigner l'entrepreneuriat au Congo. Audio Jungle. Ben, le message que je pourrais donner, c'est de dire aux gens, écoutez, il faudrait que les jeunes comprennent la nécessité de se prendre en charge. Ils doivent comprendre que ce soit leur échec ou leur réussite ne dépendent que d'eux. Ça ne dépend ni du gouvernement, ça ne dépend ni des parents, ça ne dépend que d'eux. Donc ils doivent l'intégrer, ils doivent l'intérioriser. Parce qu'une fois qu'on l'a compris, on l'a intériorisé, on devient acteur. On sort un peu dans ce mécanisme où on est toujours accusateur, c'est de la faute d'autrui, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de tout le monde, c'est jamais de sa faute. Donc ça c'est principalement mon message, le message que je pourrais donner aux gens qui veulent devenir comme nous. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, les choses iront très vite. Vous allez prendre la décision d'entreprendre, il n'y a pas de boulot, mais vous pouvez créer votre travail, c'est possible. Je l'ai fait, je pense qu'il y a plusieurs d'autres jeunes qui peuvent le faire. Il suffit d'intérioriser cela, de se dire que ma réussite ne dépend pas du gouvernement, ça ne dépend pas de mon pays, ça dépend de moi. Voilà. Audio Jungle. Alors, qu'est-ce que j'apporterai? J'apporterai un sang nouveau. Vous voyez, étant à Mariangouavi, ça me permet justement de voir un certain nombre de phénomènes et qui me poussent à la réflexion. Où d'un côté, on voit par exemple les étudiants qui revendiquent une éducation de qualité, mais qui ne sont même pas prêts à y mettre un sou. Vous voyez, c'est assez paradoxal. On revendique quelque chose d'assez important, mais on n'est pas en mesure de participer. Et moi, je pense que c'est ce qui ralentit justement on va dire l'amélioration de notre système d'enseignement supérieur. Et si un jour je suis ministre,
voilà les axes auxquels je pourrais travailler. Essayer de créer comme une sorte de système qui va mettre, si vous voulez, à contribution toutes les parties prenantes autour de notre système éducatif. Donc j'entends par là l'État, le corps professoral, le corps administratif et surtout les bénéficiaires qui sont donc les étudiants. Audio Jungle.